Et si les stars de K-pop n'étaient pas juste des stars de K-pop? Et si les stars de K-pop étaient des chasseuses de démons qui protégeaient les âmes humaines de l'appétit sans fin des démons? Aujourd'hui, on parle de K-pop Demon Hunters. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc aujourd'hui, on parle de K-pop Demon Hunters. Donc, nous n'avons pas besoin de faire plus de résumés. C'est un film qui fait exploser toutes les palmarès, tant musicaux que cinématographiques. Oui, et vous pouvez penser que nous analysons ce film uniquement pour sa popularité. Eh bien non, En effet, c'est bien justifié. parce que qui dit États-Unis dit politique, et en plus, on a la Corée. Donc si vous n'avez pas encore vu notre épisode sur Wednesday ou mercredi, vous allez mieux comprendre à quoi je fais référence. Donc, comme expliqué dans Wednesday, au mercredi, le soft power américain a récemment adopté une nouvelle stratégie, qui est d'utiliser d'autres soft power pour mieux maintenir sa popularité, notamment le soft power coréen. Et ça se produit encore avec K-pop Demon Hunter. Ce film est la manifestation de cette nouvelle stratégie. Oui, à première vue, on peut penser que ce film de Netflix ne sert que le soft power coréen de la même manière que les K-dramas qui sont présents sur Netflix. Et non, ce serait une grave erreur de penser cela. Dès les premières images du film, on voit qu'ils représentent le succès du groupe Huntrix avec leur apparition au Met Gala aux États-Unis. Mais pourquoi? Pour être un grand succès mondial, elles ont besoin de se rendre aux États-Unis. Il y a plusieurs groupes connus en Corée du Sud qui ne sont pas connus en Occident. Pourtant, c'est des groupes majeurs de l'industrie, comme Day Six, qui est un band de K-pop. Donc, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas les Fashion Week en Europe? Parce que le succès des K-pop idols peut aussi se mesurer à leur influence sur le monde de la mode. Par exemple, Felix de Stray Kids est l'ambassadeur de Louis Vuitton. Et Yeonjin de Stray Kids, c'est l'ambassadeur de Versace. plus les idols sont populaires, plus les marques les voient comme des icônes de mode et comme des symboles à obtenir. Et là, le film est en train de nous signifier que seulement aux États-Unis ils vont connaître le succès, même pas juste en Corée ou juste en Europe. Je suis pas d'accord avec ça. Pour nous, c'est une manifestation claire que les États-Unis se fait regagner de leur soft power, qui est présentement plus en faiblesse. Bien que plusieurs groupes majeurs ont été invités au Met Gala, comme Stray Kids, encore une fois, mais cette année, il y a S-Coupe du groupe 17, le leader, qui est allé. Donc, oui, le Met Gala peut être un indice de popularité et de succès d'un groupe de K-pop. Parce que juste le fait de se rendre aux États-Unis est une manifestation du succès d'un groupe de K-pop. Dès que tu es invité en tant que groupe de K-pop à faire une performance, par exemple au American Music Awards Show, Stray Kids a été invité pour faire la performance de Chicka Chicka Boom, mais aussi Bye 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 de Backstreet. Et pas seulement ça, dans le film, il y a aussi une représentation claire des États-Unis parce que leurs chansons, toutes leurs chansons du film sont principalement en anglais. Pourquoi les faire tous en anglais? Surtout que, d'après les différents indices du film et des visuels qui ont été utilisés pour illustrer la ville dans laquelle les Huntrix sont, on devine très facilement qu'il s'agit probablement de Séoul, ou en tout cas de la Corée du Sud. Par exemple, leur première chanson dans le film, je me rappelle plus du titre exact, il y a Zoé, la rappeuse du groupe, qui est aussi moitié américaine, moitié coréenne, mais on revient là-dessus. Dans ses paroles, elle va dire « Mirror, mirror, who is the baddest? » Ça peut nous faire penser à la chanson « Mirror » de Millie featuring F. Hero et Changbin de Stray Kids, qui est quand même une collaboration assez connue du monde de la K-pop. Mais dans la chanson, il y a aussi des références occidentales. La chanson fait aussi référence au conte des frères Grimm, à Blanche-Neige. Parce que dans Blanche-Neige, la méchante reine a un miroir magique auquel elle demande qui est la plus belle. Et sur cette base, elle va décider d'essayer de tuer sa belle-fille. Un exemple à ne pas suivre. Mais ça fait aussi référence à cette ligne de Zoé qui demande « Mirror on my phone, who's the baddest? »
très clairement, who is the most beautiful, who's the baddest? Donc, qui est la plus méchante? Elle demande ça à son cellulaire. Donc, il y a une double référence ici. Une référence à la fois à une collaboration très emblématique de la K-pop et une référence à la culture occidentale. Et ce n'est pas le seul exemple de cette double référenciation. Par exemple, il y a le personnage de Zoé, qui est moitié américaine, moitié coréenne. Zoé a été élevée majoritairement aux États-Unis avant de s'en venir en Corée. Même si c'est très rare dans l'industrie de la K-pop d'avoir un membre d'un groupe de K-pop qui est moitié coréen, moitié américaine, c'est quand même une réalité de la K-pop. Il y a beaucoup de membres de groupes de K-pop qui sont dits foreigners, alors que dans les faits, ethniquement parlant, ils sont coréens. C'est des Coréens qui ont été élevés à l'étranger. Par exemple, Ban Chang a été élevé en Australie par des parents coréens et ensuite retourné à Séoul pour tenter sa chance en tant qu'artiste de K-pop dans la compagnie JYP. Donc, pourquoi prendre un groupe de 3 filles et en mettre une à moitié américaine? C'est juste pour relier encore plus à la culture américaine de dire que oui, les États-Unis possèdent des grands artistes, tout comme la Corée du Sud. Et qu'un élément qui fait en sorte que Huntrix est un groupe aussi populaire, c'est la double identité de Zoé et ses talents de rappeuse. Parce qu'on indique très clairement que son rap est excellent et qu'elle a beaucoup de cahiers de notes dans lesquels elle a plusieurs idées de chansons qui ont été encore, jusqu'à ce jour, inutilisées par le groupe. Et donc, étant donné qu'on sait qu'elle a grandi aux États-Unis et qu'elle est l'illustration parfaite de cette double référenciation et de cette fusion de soft power américain et coréen, on voit que sa créativité semble venir des États-Unis. Parce qu'on voit que Rumi puis Mira n'ont pas la même créativité que Zoé. Zoé, ça lui vient de façon beaucoup plus naturelle et c'est même un élément fondamental de son personnage. Elle mentionne vers la fin que, en faisant partie du groupe, elle se sentait acceptée, elle sentait que ses idées avaient finalement un but et qu'elle n'écrivait pas juste ça dans le vide. Elle n'était plus la personne bizarre qui griffonne des choses dans un cahier. Et ses talents de rappeuse, on peut aussi l'attribuer au fait qu'elle vient des États-Unis, parce que pour plusieurs, les États-Unis sont le berceau du rap. Parce que le rap a émergé principalement dans la communauté afro-américaine. Donc, le rap de Zoé est aussi bon parce que son origine est américaine, en fait. Parce que Zoé a grandi dans une culture où le rap est important, où la culture de rap est prédominante et très différente de celui coréen. On va pas faire une analyse musicale du rap de Zoé parce qu'on n'a pas les capacités, mais dans les faits, si vous comparez le rap de Zoé par rapport à celui de Blackpink, aussi, juste le groupe masculin, le rap est beaucoup moins présent dans leurs chansons, tandis que eux sont tout un groupe qu'on suppose natif coréen. Encore une fois, ils mettent l'emphase sur Zoé, qui est moitié américaine, moitié coréenne. Donc, même si, à première vue, ce film met l'emphase sur un soft power coréen fort, on ramène beaucoup d'éléments aux États-Unis. Même si aucun artiste des États-Unis américains est présent dans le film, directement en tout cas, on fait plusieurs clins d'œil, plusieurs rappels de l'importance des États-Unis dans ce film. Un autre exemple marquant, c'est celui de la nourriture que les filles mangent. La nourriture peut faire un rappel aux États-Unis ou à un pays. Par exemple, il y a le concept de nationalisme banal développé par Michael Billing qui dit que des choses banales peuvent faire référence au sentiment d'appartenance à un pays. Là, dans le film, ça serait la question de la pizza, parce que les filles vont manger ça en snack. Mais la pizza, on a toute l'image de la pizza américaine, et non italienne, surtout si c'est la pizza qu'elle mange. Oui, mais en même temps, elle mange de la pizza, mais sur la boîte, c'est écrit en coréen. Mais dans le monde de la K-pop, est-ce que c'est réellement réaliste qu'elle mange de la pizza avant un spectacle? Non, ce ne l'est pas. Ça m'amène à penser que la représentation ultime d'une valorisation beaucoup plus présente qu'on pense du soft power américain dans ce film, c'est la fin du film. La fin du film, le happy ending du film, se base sur les 3 chanteuses de Huntrix qui s'acceptent en tant qu'individus. En tant qu'eux-mêmes, Rumi accepte le fait qu'elle est moitié démon
Zoé accepte qu'elle n'est pas parfaite, puis Mira accepte qu'elle peut se donner le droit d'être vulnérable. Puis qu'elle n'est peut-être pas si forte qu'elle le pense. Mais ça, ce n'est pas une caractéristique de l'industrie de la K-pop. Je suis désolée de le dire. Nous adorons ce film et nous consommons beaucoup de produits de la K-pop, mais l'industrie de la K-pop se base sur la manufacturisation d'idoles. C'est l'idée selon laquelle l'idol a une image de base qu'un groupe d'individus de sa compagnie va maintenir. Donc, on va avoir des gens qui vont travailler sur les lyrics, sur les concepts, sur les photos, sur leur contrat, avec quelle marque ils vont collaborer. Il va y avoir beaucoup de gens autour de l'idol de K-pop qui va créer l'idol. Et l'idol, en tant qu'artiste, est la manifestation d'un travail collectif, d'une grosse équipe derrière lui qui lui permet d'avoir ce rayonnement et cette popularité. Donc, l'emphase n'est pas mise sur l'individualité, mais plutôt sur un esprit communautaire de groupe. Et on peut voir ça dans la réalité, juste par exemple avec les idols qui ont des tatous. Ils n'ont pas le droit de les montrer. Juste le chanteur Jungkook de BTS, quand il a dévoilé son bras plein de tatous, ça l'a fait scandale. Et il a perdu des fans à cause de ça. Parce qu'on vise à montrer les idols avec une image très lisse, très surréelle, magnifique, et qui est renforcée par l'équipe de communication de son agence. Donc, le fait que Rumi, oui, elle est moitié démon, moitié humain, oui, ça fait partie du film, mais pour nous, ces marques de démons, c'est comme des tatous. Et le fait qu'elle décide de ne plus les cacher et de se présenter au monde comme ayant ces marques-là, on la voit sur un panneau publicitaire avec ces marques-là, et tout va bien, tout le monde accepte. Mais ça, c'est impossible dans les faits, dans l'industrie de la K-pop. Puis, au niveau de l'individualité, le fait qu'ils embrassent, célèbrent leur individualité et s'acceptent en tant qu'individus, c'est beaucoup plus axé sur la culture musicale aux États-Unis. Par exemple, le manager des Untricks est beaucoup plus centré sur rendre les filles heureuses que réellement être un vrai manager à la coréenne qui va regarder le régime des filles, leur fréquentation, leur image. C'est beaucoup plus un manager à l'américaine, au final. Parce que ça n'aurait jamais été accepté en Corée. C'est beaucoup plus une vision américanisée de l'industrie de la musique. Par exemple, Selena Gomez, on met beaucoup l'emphase sur son individualité, sur le fait que maintenant, elle n'est plus avec Justin Bieber, elle est complètement passée par-dessus, puis maintenant, elle est avec Benny Blanco. Alors que pour les stars coréennes, le fait qu'ils sortent avec quelqu'un ou même se marient avec quelqu'un, c'est tout à fait inacceptable. Et ils vont perdre un nombre incalculable de fans dans le processus s'ils décident de sortir au grand jour leur relation amoureuse. Juste les rumeurs de relations amoureuses sont scandaleuses dans le monde de la K-pop. Les artistes, par exemple, pour Jackson Wang, il a été surpris dans ses débuts en train de dater une fille. Eh bien, son manager lui a dit « Tu dois laisser la fille et t'excuser à tes fans d'avoir daté quelqu'un. » Mais lui, même s'il voulait pas se séparer, il n'a pas eu le choix. C'était ça ou sa carrière. Oui, et même un petit commentaire innocent n'est pas accepté. L'individualité des stars de K-pop n'est pas mise en avant, même si ces dernières années, les différentes compagnies tentent de faire des efforts en ce sens. Mais si on prend l'exemple de Bang Chan de Stray Kids, qui a dit dans un live stream qu'il n'appréciait pas l'attitude de certains de ses collègues K-pop plus jeunes à l'égard de Stray Kids. Il manquait de respect, selon lui, envers Stray Kids, qui a commencé avant eux, donc qui sont leurs seniors. Et il a dû s'excuser, même s'il ne visait personne, il a dû s'excuser pour avoir émis ce commentaire, pour avoir osé exprimer une opinion personnelle qui ruinait son image lisse et parfaite d'idol. Donc, si on conclut, le film, oui, est une représentation de la Corée du Sud, mais c'est un film très américanisé. Qui, en fait, semble mettre en avant le soft power coréen, mais dans les faits, il met beaucoup plus en avant le soft power américain. N'oublie pas d'aimer la vidéo,
et de laisser un commentaire si vous êtes en accord ou en désaccord avec notre analyse. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis coréens pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et on se voit une prochaine fois.